Des vagues à Pont-de-Claix. Et oui, mais ici, pas de surfeurs à l'horizon. Un bassin à houle dernier cri, qui est le résultat d'un investissement d'1,3 million d'euros signé Artelia. Donc il permet de reproduire les effets de la houle, donc à échelle réduite, sur des ouvrages tels que des digues de protection ou pour modéliser l'érosion du trait de côte. Et c'est un nouvel équipement qui permet justement de prendre en compte de nouvelles caractéristiques, de nouvelles données, en capacité de modéliser des houles toujours plus fortes, pour là aussi être en capacité de modéliser tous les impacts du changement climatique par exemple. Il permet de générer de la houle multidirectionnelle, c'est-à-dire sans bouger, de modéliser la direction de la houle. Et il a un autre avantage aussi, c'est qu'il est mobile, donc on peut le déplacer au sein de notre laboratoire, dans ce hall dans lequel nous sommes maintenant, mais aussi dans un hall annexe tout près d'ici. Ici, le bassin à houle représente un tiers de l'investissement total de 4 millions d'euros. C'est tout le laboratoire Artelab qui s'offre une nouvelle jeunesse. Un laboratoire qui permet de reproduire des ouvrages à échelle réduite de façon à optimiser la conception des ouvrages. Nous sommes dans un grand hangar de plus de 11 000 m². C'est ce qui en fait le plus grand laboratoire de modélisation hydraulique physique en Europe. Et il avait besoin d'une petite cure de jeunesse et aussi de l'acquisition de nouveaux équipements pour mieux servir nos clients. Nous avons été bénéficiaires d'aides financières de la part de la région dans le cadre du plan d'investissement d'avenir. Donc ces équipements vont permettre de soutenir et de développer de nouvelles filières telles que la micro-hydroélectricité, l'hydrolien, le photovoltaïque flottant, ou le jumeau numérique. Donc on a défini ensemble les équipements qui étaient nécessaires de façon à soutenir le développement de ces futures filières. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pankouk, est venu constater les investissements faits à Firminy. Au programme, une marche dans le centre-ville pour visiter le centre de vision urbain au sein de la police municipale. On a plus de 260 vues. Ce qui représente 196 caméras, et il y a d'autres caméras qui sont en installation. Puis direction la maison de santé. C'était important pour moi de voir comment les choses ont évolué ces dernières années et les équipements tels qu'ils existent. Après, l'idée c'est aussi de pouvoir évidemment concrétiser les sujets sur lesquels nous sommes intervenus, des sujets sur lesquels on a travaillé depuis des mois. C'est le sujet de la maison de santé pluridisciplinaire où, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, nous allons adopter en décembre prochain un accompagnement à 248 000 euros pour accompagner ce projet qui a été mis en œuvre. Et puis on regarde le reste. On a évoqué aussi les sujets de la médiathèque qui sont dans le contrat de plan État-région, qui va aussi pouvoir être transformé, si je puis dire, dans les prochaines semaines, ce qui va permettre la réalisation de ce chantier qui est aujourd'hui prêt et qui n'attend plus que la poussière. À côté de la maison de santé, la ville a pu présenter le projet de la Cité des Aînés, un établissement qui ne rentre pourtant pas dans le champ de compétences de la région. Mais à l'image du président du département, tout le monde essaye d'obtenir des aides supplémentaires sur ce dossier. Ça, c'est la copine à Laurent. C'est Marie-Agnès Petit. C'est la présidente de l'emploi. Regarde ce qu'elle écrit. Mais lis-le, tu verras. Ouais. Qui veut une cité des généraux. C'est vrai que pour l'instant, la région n'intervient pas encore sur ce champ de l'autonomie et de la vieillesse. Mais vu que c'est quand même un gros projet de requalification de tout un quartier, je ne désespère pas que la région vienne nous accompagner aussi sur ce projet. Et d'ailleurs, le président Pankouk partira avec son petit dossier sous le bras pour qu'il étudie un peu cette question-là aussi. Une visite pour la beauté de l'acte plutôt que pour une annonce en particulier, se justifie le président de la région. Navitis, un chantier naval annécien spécialisé dans la propulsion électrique de navires d'un côté, et Winav, une société implantée dans les Hauts-de-France, fabricante de moteurs hors-bord de l'autre. Voici le mariage de raison à l'origine de ce bateau, 100% électrique en test toute la semaine dernière, sur le lac d'Annecy. On atteint du coup des vitesses de 25 à 30 nœuds, donc équivalent 50 km/h, avec du coup là pour une puissance de 200 voire 250 chevaux en pic. Nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment tout intégré dans le moteur, que ce soit le moteur, le variateur, le chargeur embarqué, pour du coup avoir une installation très facile. Donc comme un moteur thermique initial, on a juste à le fixer de la même manière et on a juste à mettre les batteries dans le bateau, au lieu de devoir mettre plusieurs composants différents et devoir percer par exemple pour mettre la prise. Donc là c'est vraiment extrêmement simplifié. Et pour finir, l'embase, donc la partie basse du moteur, est faite pour l'électrique, donc pareil extrêmement simplifié, pour une durée de vie beaucoup plus longue. On est par exemple pour une première maintenance à 5000 heures de navigation.
Cette embarcation se singularise donc des autres bateaux électriques grâce à plusieurs aspects. Et pour Navitis, qui a réalisé l'électrification de l'Espérance 3, cette collaboration avec l'entreprise Winav est une manière supplémentaire de mettre en avant les avancées de la technologie en matière de recours à l'électrique. Il y a ce sujet de la décarbonation. Aujourd'hui, on a des solutions, surtout sur un lac, ça a toute sa pertinence. On n'est jamais très loin en termes de distance sur la navigation, on n'est jamais très loin d'une borne de recharge. Donc c'est vrai que sur les eaux intérieures, sur les voies navigables de France ou sur les lacs, la notion d'électricité elle a toute sa cohérence. Parce qu'on ne va pas avoir besoin non plus d'autonomie absolument fantastique. On a besoin d'avoir un bateau qui soit efficace, qui soit silencieux, qui sur son temps d'utilisation et sur son temps de recharge, on ait quelque chose qui se rapproche le plus possible d'une solution thermique, mais avec ce silence et avec cette notion de bateau décarboné. Avec cette nouvelle configuration, pour un bateau comme celui-ci, le nombre de batteries peut passer de 26 à 13, un gain non négligeable pour le poids du bateau et une optimisation du temps de recharge qui n'affecte en rien les performances de l'embarcation. En 74 ans d'histoire, l'Alpe d'Huez s'invitera pour la 37e fois au programme du Tour de France, hommes et femmes confondus, une ascension mythique, presque une année sur deux. C'est un très très beau cadeau que nous fait l'équipe d'ASO et Christian Prudhomme. Nous sommes ravis de l'organiser, nous sommes ravis pour nos commerçants, pour la promotion de la station. C'est vraiment une marque de confiance, c'est aussi une marque qui prouve que la montée des 21 virages est quelque chose de mythique, qui fait partie du Tour, qui fait partie de ces étapes qu'on a envie de faire, de suivre. Et en tout cas, de notre côté, nous sommes vraiment très fiers d'accueillir le Tour. De la neige, il n'y en aura pas, mais du spectacle, oui, et doublement. L'Alpe d'Huez accueillera les 24 et 25 juillet 2026, 2 arrivées d'étape, juste avant le sprint final sur les Champs-Élysées. Nous avions envie depuis 2013, en vérité depuis la 100e édition du Tour, de faire une arrivée du Tour à l'Alpe d'Huez qui ne serait pas par les 21 virages. Mais dans le monde entier, partout, quand on dit Alpe d'Huez, ce sont forcément les 21 virages. Donc ça voulait dire qu'il fallait 2 arrivées. Une classique et une autre par le col de Sarenne qui seront très complémentaires. La folie, l'enthousiasme, la ferveur, la foule des 21 virages et puis une autre dans le silence de Sarenne avant d'arriver à nouveau et de retrouver évidemment la ferveur et la liesse dans les derniers kilomètres, les tout derniers kilomètres. En plus de l'Alpe d'Huez, 2 autres étapes traverseront l'Isère avec des départs à Voiron et à Bourdoisan. Autant de rendez-vous qu'il faudra encadrer, des équipes de police triplées, plus de 130 sapeurs-pompiers mobilisés et des agents du département au diapason. Tout ça est un travail extraordinaire qui mobilise beaucoup de monde, mais tous les professionnels que j'ai rencontrés ce matin sont très fiers de le faire. Ça leur crée un stress, mais comme ils disent, un stress positif parce qu'on est heureux de participer à cette belle manifestation. Reste 9 mois de préparation pour donner naissance à 4 enfants, 4 étapes iséroises, dont 2 jumelles de l'Alpe d'Huez, prêtes à entrer dans la légende. Lors de son déplacement à Firminy, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a évoqué le cas de la station de ski de Chalmazel. Le département a annoncé la fermeture pour la prochaine saison hivernale. La collectivité va-t-elle participer alors aux subventions pour sauver la station ? La question lui a été posée. Aucune annonce, mais le dossier est bien sur la table de la région. Le cas de Chalmazel, il est particulier parce que d'abord, il y a une forme de culture. Je dirais Chalmazel. C'est la station dans laquelle les Ligériens ont appris à skier. C'est la station dans laquelle, d'ailleurs, au-delà de la Loire, il n'est pas rare qu'on entende que le premier contact avec la montagne, le premier contact avec le ski, il a pu être ici à Chalmazel. L'idée, c'est de ne pas abandonner Chalmazel. Alors, maintenant, ça n'est pas une déclaration et je ne suis pas venu pour en faire une d'ailleurs. En tous les cas, vous dire qu'on travaille sur le sujet, à l'évidence. Travailler sur Chalmazel, c'est regarder ce qui se passe l'hiver et ce qui pourrait potentiellement se passer encore demain. C'est aussi regarder les territoires en transition.
Jean-Pierre Tête a évoqué lors du congrès des maires la semaine dernière une aide de 300 000 € de la part de la région, alors que le déficit de la station pour 2025 s'élève à 450 000 €. Cette subvention viendrait compléter la participation de Loire-Forêt. Début octobre, l'agglomération a sollicité le département pour débloquer les 1,5 million d'euros d'investissement inutilisés depuis plusieurs années. L'objectif, permettre enfin l'ouverture de la station cet hiver et se préparer à un avenir sans neige. Une main ensanglantée, des squelettes animés, un bébé qui pleure. Bienvenue dans la maison de l'horreur. Derrière cette idée terrifiante, Aude Vergne, une habitante de la Motte-en-Bauge. Ce projet est né suite à un voyage aux États-Unis où, en fin de compte, on a vu des magnifiques décorations et tout est extravagant aux États-Unis. Et ils nous ont ouvert leur porte de garage et j'ai trouvé ce côté très convivial d'inviter les gens. Et quand je suis rentrée, nous étions en pleine construction. Quand on a fini la maison, ça a commencé. La première année à mettre quelques petites décos. L'année d'après, ça a continué, plus en plus de monde. Et puis on est à la 3e année et cette année, on a vraiment beaucoup de monde. Un projet colossal sur lequel cette passionnée travaille depuis presque 3 mois. Décorations horrifiques, créatures animées, parcours ludiques, tout a été pensé dans les moindres détails pour coller à l'esprit d'Halloween. Mais la pièce maîtresse, c'est la maison hantée. Là, on est dans la salle du restaurant, où en fin de compte, pour moi, ça explique une histoire. C'est en fin de compte un petit bébé qui est mort, donc on va rentrer dans le couloir pour pouvoir accéder à la chambre de la petite fille. Et donc après, on passe dans les prisons pour expliquer que la personne elle était arrêtée et qu'elle est dans les prisons. Et après, on passe à la chaise électrique pour dire qu'en fin de compte, on l'a tuée. Et pour finir, on passe au niveau du chirurgien, où le chirurgien va découper les morceaux pour qu'on puisse le manger dans le restaurant. Un véritable parcours truffé d'horreur, où les acteurs prennent d'ailleurs leur rôle très à cœur pour le plus grand des frissons. Je pourrais vous tuer! Allez! Ça me fait rire, plus qu'autre chose. Ça fait un peu peur, la pièce où je suis. Mais je suis forte dans le fait de garder la face aux gens que je connais. Et j'ai pas peur de faire peur aux gens. Objectif plutôt réussi. Ce soir-là, parents et enfants ont tous été séduits par la scénographie. Et bien sûr, non sans avoir eu quelques petites frayeurs. Moi, j'ai pensé que c'était vraiment réaliste. J'ai bien aimé les acteurs, ça faisait un peu peur. Et j'ai bien aimé la salle où il y avait des bébés. Quand il y a les acteurs dedans, c'est quand même un peu flippant. Je ne savais pas au début qu'il y aurait tout ça là-dedans. Mais c'est impressionnant. Je ne sais pas d'où elle sort toutes ces idées, mais c'est vraiment génial. J'ai bien aimé parce que la première fois, ça m'a fait sursauter. Et après, je l'ai fait plein de fois, du coup je savais ce qui m'attendait. Je dirais pas que j'ai eu peur parce que je le connais un peu maintenant, mais par contre, j'avoue que j'avais un petit côté un peu mal à l'aise. Cette immersion effrayante se vit tous les jours à la tombée de la nuit jusqu'au 1er novembre. Mais attention à ne pas vous perdre dans les ténèbres des Bauges.